Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Madame Zalissa Koumaré, née Willio, directrice générale du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA et par ailleurs secrétaire générale nationale du parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD. Bonsoir Madame Koumaré. Bonsoir Monsieur Drago. Et merci pour votre disponibilité. Alors vous êtes titulaire d'un baccalauréat série G2 obtenu en 1991, d'un diplôme universitaire de technologie obtenu en 1994. Vous êtes également titulaire d'un diplôme de 3e cycle en finance bancaire, d'un master en analyse économique, option développement et financement du secteur privé et également d'un master 2 en management international, option affaires internationales. D'abord, on va s'arrêter sur votre parcours. Vous êtes, je l'ai dit, donc titulaire d'un baccalauréat série G2 obtenu donc en 1991. L'option donc c'est la comptabilité. Il y a près de 30 ans donc que vous avez fait donc ce choix d'une formation en comptabilité. C'était une période où ces filières n'étaient pas très courantes. Alors expliquez-nous comment vous en êtes donc arrivé à embrasser cette filière. Alors merci. Je voudrais tout d'abord dire merci à la chaîne Au cœur des grands événements, la TNB, pour l'opportunité qu'elle me donne ce soir de m'exprimer dans cette émission de grande audience. Je voudrais aussi saluer tous les musulmans, et particulièrement les musulmans du Burkina Faso, et leur souhaiter un bon mois de jeûne et de pénitence. Et qu'Allah agrée leur carême et exauce les prières, et qu'à cette occasion aussi, Allah répande la paix sur notre très cher Faso, le Burkina. Amen. Merci pour l'effort parce que Amen. Vous êtes également, vous avez jeûné. Merci. C'est la période qui recommande cela. Alors, revenant à votre question, c'est vrai que j'ai fait une série scientifique, la comptabilité, le bac G2. Mais il faut dire qu'au départ, à l'enfance, mon rêve était de devenir médecin, de faire la santé. Mais dans chemin faisant, quand j'ai eu le BPC, mon regretté papa qu'il repose en paix, et entrepreneur de construction de son État en son temps, a voulu que je fasse la comptabilité. Parce que pour lui, la comptabilité était la meilleure manière d'accompagner la gestion des entreprises. C'est ainsi qu'il m'a inscrit à la classe de seconde AB3. Mais il faut reconnaître que très vite, j'ai compris que c'était ma vocation réelle. Donc on a choisi pour vous. Voilà, mon papa a choisi pour moi, mais il n'a pas du tout fait un mauvais choix. Du moment où j'ai très vite apprécié toutes les matières qui étaient développées dans cette filière, et surtout que je m'en sortais très bien aussi. Mais en passant, je dirais que mon rêve d'enfance est en train d'être réalisé par ma fille qui fait la médecine en ce moment. Beaucoup de courage à elle. Merci. Mais quand vous étiez sur les bancs, vous l'avez dit, donc l'appétit est venu plus tôt en mangeant, quand vous êtes donc allé en comptabilité. Mais quel était votre rêve de carrière, par exemple? Vous nourrissiez quel rêve? Parce que bon, il est clair qu'après les études, l'objectif c'est de pouvoir faire autre chose après. Oui, après les études, pour moi, c'est devenu un grand manager. Et pouvoir gérer, et pouvoir apporter ma pierre par cette manière de faire, ça veut dire accompagner la gestion des entreprises, travailler à ce qu'on apprécie au mieux les cadres africains, parce que dans le temps, quand on parlait de gestion, c'était plutôt des expatriés, le colon qui venait nous montrer comment ça se passe, mais on s'est dit aussi que les jeunes Africains devaient pouvoir prendre la relève comme il le faut et assumer. C'est vrai que pendant longtemps, les matières scientifiques, les filières scientifiques étaient beaucoup plus dédiées aux hommes, aux garçons, par la complexité même des modules qui sont développés dans ces filières, mais aussi par les débouchés que prédisposait effectivement avoir un diplôme de filière scientifique. Voilà.
Mais aujourd'hui, la chose est totalement démystifiée en ce sens qu'il y a des femmes qui occupent des postes entre griffes scientifiques. Voilà, vous avez des ingénieurs, vous avez des femmes dans le domaine de la recherche, vous avez des femmes en médecine, des professeurs en médecine, ainsi de suite. Donc c'est totalement démystifié. C'est ça, mais personnellement, vous, est-ce que votre statut de femme a été un obstacle dans votre choix de formation? Bon, pour moi, ça n'a pas été un obstacle du moment où c'est les parents même qui avaient fait ce choix. Généralement, c'est quand la fille choisit d'aller là où les parents ne veulent pas que le problème se pose. Mais ça, je salue vraiment la clairvoyance de mon papa en son temps, qui a estimé qu'il n'y a pas de filière pour homme ou femme, mais il n'y a que la valeur qui compte. Donc, c'est ainsi que moi, je me suis engagée, et quand j'ai compris très vite que c'était ma vocation réelle, à obtenir pratiquement tous les diplômes de comptabilité en cours, tout ce qui est CAP d'État, BEP comptabilité, bac G2, pour aller obtenir le diplôme universitaire de technologie. Mais après, j'ai compris très vite aussi que ce n'était pas suffisant pour me permettre de m'exprimer intellectuellement comme je le veux. C'est pour ça que j'ai, par la suite, au moment où même j'embrassais ma carrière professionnelle, j'ai décidé de suivre parallèlement des cours. Et c'est ça qui a valu l'obtention des diplômes d'études supérieures que vous avez tantôt cités ici, le DES en finance bancaire, le master en développement et financement du secteur privé et à la fin un master en management international, option affaires internationales. Mais il faut dire que ce n'est pas du tout aisé pour une femme parce qu'il faut avoir d'abord l'accompagnement de ses proches et quand on est marié, la compréhension de son époux. Et vraiment, je salue au passage M. Koumaré qui a accepté de m'accompagner dans ce sens et qui a assumé avec moi parce qu'il fallait aller au service, il fallait aller aux études, il fallait faire les enfants, gérer les enfants. Bon, et il y a des moments, il fallait, par exemple, le diplôme en management, le Master 2 en développement et financement du secteur privé, il fallait aller à Marseille à 2 sessions successives. Donc, il fallait qu'il joue le rôle de père et de mère. Et ça, pendant mon absence, donc... mais est-ce que la comptabilité ne vous a pas peut-être fait peur ou inquiété? Parce que c'est un poste, je ne dirais pas à risque, mais qui peut conduire directement également à la maison d'arrêt quand on n'est pas très vigilant. Est-ce que cet aspect des choses ne vous a pas inquiété? Bon, moi, ça ne m'a pas inquiété parce que je me suis dit que dans la vie, il faut avoir une vision. Et il y a d'abord l'éducation de base qui vous donne les valeurs morales, les valeurs que vos parents voudraient bien que vous véhiculez à travers toute votre vie. Il y a aussi votre valeur intrinsèque et les objectifs que vous vous fixez. C'est pour ça, moi, dans mon parcours professionnel, je me suis toujours dit que pour bien faire les choses, il faut avoir d'abord l'amour de ce que nous faisons, l'amour du travail bien fait. Ensuite, il faut se donner les moyens de bien faire son travail. Et se donner les moyens de bien faire son travail, c'est d'être conscient de ses limites et de rapidement aller chercher les compétences à travers le renforcement de vos propres capacités, comme ce que j'ai fait, aller chercher d'autres diplômes. Mais la tentation ensuite, est là, parce que quand vous gérez une grosse boîte... Oui, et puis ensuite, il faut aussi rechercher dans tout ce que nous faisons la satisfaction morale avant toute autre considération. Ça veut dire, je suis fier d'avoir fait mon travail comme il le faut. Je suis fier parce que j'ai pu remplir ma lettre de mission. J'ai pu effectuer avec toute la conscience professionnelle ce que je dois faire. Et par la suite, je pense au reste. Généralement, quand on est dans cette ligne-là, même si la tentation est grande, sa valeur intrinsèque et les ambitions qu'on s'est fixées vous ramènent toujours à la bonne raison. Mais la comptabilité, aujourd'hui, vous avez dit donc, voilà, c'était une option depuis donc, les années 90. Après vous, c'est une filière parmi d'autres, finance, comptabilité, qui a connu un grand boom, qui a eu un grand succès avec, en tout cas, beaucoup qui ont été tentés d'embrasser cette filière de formation, au point où aujourd'hui, on a l'impression que c'est saturé. Oui, c'est une réalité. Il faut dire qu'avant nous, avant notre promotion, nos aînés, et quand ils finissaient la comptabilité, tout de suite, ils étaient récupérés
dans des sociétés privées, dans des sociétés d'État. Ils avaient tout de suite l'emploi, ils n'avaient pas besoin de passer un test, un concours, mais ils prenaient juste des congés pour se reposer et puis voir comment entamer la carrière professionnelle. Mais arrivé à notre niveau, nous avons commencé à faire des tests pour se faire recruter dans des sociétés, et ainsi de suite, s'offrir son premier emploi. C'était vraiment noble en son temps. Et tout le monde voulait de la comptabilité parce qu'on s'est dit que c'est là-bas qu'on peut mieux gérer, c'est là-bas qu'on peut avoir une transparence dans la gestion, mieux apprécier son bilan en fin d'année. Mais avec le temps, et comme vous l'avez dit, il y a eu un boom à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs écoles qui se sont créées tout de suite. Et le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas toutes les écoles qui donnent la formation de qualité, qui dispensent la formation de qualité. On le voit dans les entreprises. Ce qui fait que quand vous recrutez aujourd'hui un DUT, bon, sincèrement dit, il n'a pas le niveau d'un bac G2 il y a 15 ans. Donc, c'est ça. Mais quand on dit que c'est saturé, il faut dire qu'avec l'évolution économique, un pays est amené à se développer, à faire de la croissance. Quand il y a de la croissance, il y a la création d'entreprises, il y a la création de richesses. Donc normalement, on a toujours besoin des comptables. On a toujours besoin des comptables, mais améliorés. Ce n'est plus la comptabilité brute comme nous le plan OCAM et autres. On est vraiment passé à autre chose. Aujourd'hui, on parle de Cisco révisé, on parle de la gestion financière, mais avec des systèmes informatiques. Avant, c'est sur des registres qu'il fallait enregistrer les débits crédits. Aujourd'hui, on a l'ordinateur, on a un système d'information qui accompagne. Ben, il faut qu'on suive cela. Ça veut dire qu'au niveau des calculs, il faut que ça soit pris en compte pour s'adapter à la réalité et répondre vraiment aisément aux besoins des entreprises. Alors, Madame Koumaré, sur le plan professionnel, vous avez un CV long comme le bras, comptable, puis chef du département administratif et financier à la direction de l'École nationale des télécommunications de 1995 à 2001, puis chef du département administratif et financier de la société de téléphonie Telmont jusqu'en 2007, chef du département finance de l'ONATEL, l'Office national des télécommunications, jusqu'en 2009. Puis vous occupez le même poste à la CIBEA, au Fonds d'entretien routier, à la Sonater, avant d'accéder donc à la direction générale du Centre de contrôle des véhicules automobiles depuis septembre 2018. Quand on regarde ce parcours, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quel a été votre secret? Parce que vous êtes passé par pratiquement toutes les grandes boîtes de la place. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si j'ai réussi, hein, mais parce que la réussite est tellement relative, elle est tributaire du contenu qu'on lui donne. Mais ce que je sais, c'est que dans tout ce que je fais, je dois me donner à fond. À fond, ça veut dire qu'il faut que j'ai d'abord l'amour de mon travail, que les missions qui me sont assignées, je les accomplisse comme il le faut et que je me donne les moyens d'y arriver. C'est comme ce que j'avais dit tantôt. Vous n'avez pas le bras long? Non, le bras long. Vous savez, pour moi, il faut que l'homme, grand H, compte d'abord sur sa valeur intrinsèque, sur ses propres compétences avant de prétendre à comment on dit ça, une quelconque main tendue. Voilà. Il faut d'abord que par ta personnalité, tu puisses t'exprimer avant qu'on ne vienne te chercher ou avant qu'on t'appuie. Et même s'il n'y a pas cet appui, tu te dis que ce que j'ai, c'est suffisant pour moi pour avancer. L'essentiel est que j'ai cette satisfaction morale de tout ce que je fais. Vous pensez que c'est ce qui vous a valu la confiance de toutes ces sociétés? Ah oui, pour moi, parce que l'ONATEL, ça a été un test de recrutement. Hein. On était deux à être recrutés en son temps, en 1995. Et puis, on a commencé la carrière. Chacun, voilà, à l'ONATEL, on a essayé d'évoluer comme ça. Et ailleurs aussi, à la CIBEA aussi, c'était un test de recrutement. C'est quand je suis revenu de Marseille avec mon diplôme de développement et financement du secteur privé que j'ai estimé qu'il était bon d'aller tenter d'autres expériences après 15 ans à l'ONATEL.
Et c'est vrai qu'en son temps même, ça fait un peu de bruit parce que Lonatel venait d'avoir une année dans la privatisation partielle. C'est Maroc Télécom qui venait de reprendre Lonatel. Donc, ma hiérarchie n'a pas très bien apprécié que le fait que j'ai décidé de partir. Bon, mais j'ai dû démissionner parce que c'est ça aussi la décision. La décision fait avancer et quand on prend une décision, on l'assume. C'est ça qui m'a amené à aller à la CIBEA pour accompagner. C'était une société purement privée et de là-bas, j'ai rejoint le fonds d'entretien routier. Et le fonds d'entretien routier, c'est vrai, c'est un EPE, mais il y avait le compact, le Millennium Challenge et Compte qui souhaitait injecter de l'argent dans ce fonds-là pour l'entretien périodique de nos routes. Donc, ils ont exigé à ce que cette EPE-là tienne une comptabilité de type privé. Et moi, j'ai été recruté pour conduire ces réformes, le passage de la comptabilité publique à la comptabilité privée. Et bon, c'est après que je suis parti à l'Assemblée nationale dans mes engagements politiques. Et puis après, je me suis retrouvé à la Sonatel pour conduire à peu près les mêmes réformes parce qu'il fallait passer de la comptabilité publique à la comptabilité privée dans cette société aussi. Et la comptabilité, Mme Koumari, nourrit bien son homme, vous ne direz pas le contraire? Je ne dis pas le contraire. Chaque métier nourrit son homme. Il faut savoir s'y prendre, c'est tout. Alors, Mme Koumari, vous êtes, je l'ai dit, depuis septembre 2018, donc à la tête du Centre de contrôle des véhicules automobiles, CCVA. Alors, la question qui vient d'abord, parce que quand on parle de CCVA, vous voyez passer donc le parc automobile national, un parc que beaucoup décrivent donc comme, en tout cas, un parc vieillissant, ou même vieux, disons. Est-ce que c'est déjà le constat que vous faites? Nous avons des véhicules pour la plupart du temps qui sont hors d'usage. Bon, je voudrais dire d'abord qu'occuper le poste de DG du CCVA répond aussi tout de suite à la nécessité de permettre aux femmes d'embrasser les filières scientifiques. Parce qu'au CCVA, je suis la 9e DG et la première femme DG. Les 8 précédents ont toujours été des hommes. Voilà. Donc, le CCVA aujourd'hui a pour mission essentielle, c'est l'assainissement du parc automobile national et puis le développement d'activités connexes. Et l'assainissement du parc automobile national passe par la visite technique. Et le CCVA s'occupe de l'état technique du véhicule. Mais est-ce qu'il ne faut pas, l'assainissement ne doit pas commencer dès l'entrée? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de durcir le ton aujourd'hui pour imposer des véhicules quand même de qualité dès l'entrée? Bon, j'en conviens avec vous parce qu'aujourd'hui, le parc national est vétuste. L'âge moyen est de 17 ans, de façon globale. Mais quand on prend les gros engins, ça peut aller jusqu'à 22 ans. Donc, c'est pour reconnaître avec vous qu'il y a cette vétusté. Mais des actions fortes sont en train d'être prises au niveau du ministère en charge du transport pour le rajeunissement général de ce parc-là. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait et ils sont mieux habilités pour en parler. Maintenant, au niveau du CCVA, je reviens là-dessus parce que c'est ce qui nous concerne. La visite technique est obligatoire, et pour les automobiles et pour les motocycles. Je sais que vous ne savez pas que les motocycles ont l'obligation de passer la visite technique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des motocyclistes qui viennent? Oui, les tricycles, les quadricycles viennent. Il nous reste les engins à 2 roues qui ne viennent pas, alors que c'est légal, c'est obligatoire. Bon, on essaie de faire des campagnes de sensibilisation à notre niveau pour amener les gens à se soumettre à ce devoir-là. Mais il faut reconnaître que les textes restent les textes. C'est comme le port du casque qui n'a pas fait long feu. Vous pensez qu'il faut durcir le temps? Il faut peut-être durcir le temps. Les tricycles, les quadricycles aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont contrôlés. Sur la route, si vous n'avez pas la visite technique, on vous retire votre motocycle. Donc c'est pour ça qu'ils viennent. C'est tant qu'ils ne se sentent pas obligés de venir, ils ne viendront pas. Alors mais justement, il y a certains qui estiment que le contrôle technique, par exemple, la visite technique qui se fait au CCVA est assez limitée parce que c'est une fois dans l'année. Et même qu'il y a des gens qui, pour passer
la visite technique vont emprunter un pneu à gauche, voilà, juste pour passer la visite technique. Et dès qu'on sort du CCVA, eh bien, on rend et puis on récupère. Est-ce que ça c'est pas la limite de la visite technique telle qu'elle se fait aujourd'hui? Il y a des limites, mais je vous dirais que la visite technique qui est faite au CCVA est complète. Parce qu'il y a la directive 16 de l'UMOA qui instaure le contrôle, la visite technique, et qui définit les organes à contrôler sur un véhicule. Et le CCVA est en phase aujourd'hui avec cette directive-là. Et vous savez, dans le temps, quand les véhicules passent, sur 100 véhicules, il y a peut-être 14 qui sont échoués pour dire qu'il faut revenir, il faut aller réparer telle chose, revenir. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20. Souvent, on va jusqu'à 25-28% qui sont recalés. D'accord? Donc, il y a une certaine sévérité dans le contrôle. Et ça aussi, c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité routière exige cela. Mais quand on se promène à Ouaga, par exemple, j'ai l'impression que pour certains types de véhicules, on est beaucoup plus clément que pour d'autres. Parce qu'il y a par exemple des véhicules, pour ne pas les citer, vous voyez certains taxis qui circulent dans la ville de Ouagadougou. La première question qui vient à l'esprit, c'est comment ce véhicule-là a pu passer la visite technique. Est-ce qu'à ce niveau, vous n'êtes pas tenté souvent d'agrandir les mailles, disons, pour certaines catégories? Oui, en fonction de la vétusté du parc. C'est vrai qu'il y a des critères qui sont respectés, mais quand vous prenez les taxis, au lieu de les faire passer une fois par an, les taxis passent 4 fois par an. D'accord? Et maintenant, c'est tous les 4 mois, ça veut dire 3 fois par an. Votre véhicule, vous êtes particulier, on sait que c'est pour vous, vous êtes obligé d'accorder beaucoup d'importance à l'entretien de ce véhicule parce que c'est un investissement pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de passer 1 fois par an. Donc c'est 1 fois par an. On prend les taxis, c'est 3 fois par an. Tous les 4 mois, ils sont obligés de passer à la visite technique parce qu'il faut les suivre de près. D'accord? Et ensuite, vous voyez les véhicules de transport de personnes. Eux, ils passaient 4 fois par an, c'est passé à 2 fois par an. Ça veut dire 2 fois par an, le car qui transporte le personnel a l'obligation de se présenter au CCVA pour se faire tester, pour se faire diagnostiquer et avoir la visite technique valide. Madame, il n'est pas rare non plus d'entendre des gens parler du CCVA en termes de dire, bon, on peut faire des affaires au CCVA. Tu viens avec ton véhicule, eh bien on s'entend avec quelqu'un rapidement et puis quelle que soit la situation. Est-ce que vous avez un regard également sur cette question? Chez nous, la visite technique, il y a 3 mesures. D'abord, la sévérité du contrôle pour tout véhicule qui se présente. Ensuite, des contrôles inopinés avec la police pour ramener le véhicule, même s'il a sa visite technique valide, si son état ne présente pas bien, ne répond pas, on le ramène pour reprendre sa visite. Et troisièmement, c'est les pénalités de retard qui devaient être appliquées, mais qui a fait un bruit qui est resté. Mais je vais dire qu'au CCVA, tout véhicule, parce qu'il y a un système qui est mis en place, tant qu'on n'a pas vu le véhicule, on ne peut pas délivrer une visite technique. Et vous avez confiance en tous vos agents sur ce plan? Mais tous les véhicules se présentent, ça au moins c'est sûr. Le véhicule est identifié, il y a un contrôle parce que ce n'est pas un seul agent qui fait le travail, il y a jusqu'à 3 secteurs dans notre station technique. Et au niveau de chaque station, c'est des personnes différentes. Donc on s'est dit que le marge d'erreur est quand même minimisé et comment on dit ça? La marge de contrôle est assez bien agencée, d'accord? Donc, mais tout compte fait, nous restons juste des humains, d'accord? On met la direction générale a l'obligation de mettre tout le mécanisme en place pour que le travail se fasse, mettre tout le mécanisme en place pour verrouiller les différents risques qui se présentent. On peut minimiser le risque, mais bien sûr, on ne peut pas l'éradiquer. Ça, c'est comme ça que ça se passe partout. Parce qu'à la fin,
il y a le mécanisme, mais il y a les hommes, il y a la moralité des hommes. Ça veut dire que vous mettez un système en place, quelqu'un trouvera un moyen pour trouver la faille et exploiter. C'est à vous de mettre en place un système de surveillance qui identifie à l'avance les risques, les défaillances, les failles et pouvoir les combler à tout moment. Alors, Mme Koumaré, on va évoquer donc l'autre aspect, parce que Mme Koumaré est également une femme politique, je l'ai dit, secrétaire générale nationale du Nouveau Temps pour la démocratie, NTD. D'abord, quel est le fondement de cet engagement? Parce que quand on regarde votre parcours professionnel, alors on se demande pourquoi, en tout cas, vous êtes engagé dans une arène, en tout cas, où on n'est pas au pays des bisounours là-bas. Moi, je pense qu'il faut qu'on change de manière de voir l'homme politique en grand H et surtout la femme. Penser que c'est celles qui ne savent pas quoi faire, qui se retrouvent en politique, ce n'est pas une bonne chose parce que, et quoi qu'on dise, c'est la politique qui gouverne, c'est la politique qui gère, c'est la politique qui définit la stratégie de développement du pays, c'est la politique qui met en œuvre ces stratégies. Et donc, si c'est juste les médiocres qu'il faut envoyer là-bas, regardez ce que ça peut donner comme développement. Mais vous, personnellement, vous êtes engagé pour quoi? Pour changer quoi? Moi, vous savez, depuis les années 2000, je suis sur le terrain du développement à travers des associations dans la province du Lorme. Et je suis, depuis les années 2005 aussi, j'organise l'excellence dans les écoles primaires pour primer les meilleurs. Et c'est par ça aussi que dans notre localité, on a pu augmenter considérablement le taux de scolarisation de la fille. Parce que quand on se présente, on peut être cité comme un modèle et ça peut donner envie aux enfants de venir, des filles de faire la même chose. Je suis aussi engagée dans la promotion de la femme, de façon générale. Et c'est pour ça, ça fait 10 ans que je célèbre la Journée internationale de la femme, mais en différé dans ma province. Et comme vous le savez, les actions de développement et la politique, ce n'est que les facettes d'une même médaille, d'une même pièce. Donc, c'est dans ces actions de développement, petit à petit, le rapprochement avec la population, le fait d'être tout le temps à l'écoute de la population et de vivre les préoccupations avec eux, que finalement j'ai franchi le pas et me retrouver dans la politique. Et c'est comme ça que ça marche. Et depuis lors, je suis dedans. Je suis partie à l'Assemblée nationale. Je suis actuellement conseillère municipale de mon village. Et j'apporte à ma façon. Et je pense qu'aller en politique, quand on est dans des actions de développement et on franchit le pas, c'est beaucoup plus pour aller rechercher des opportunités de renforcer ce que nous faisons. Parce que c'est bien d'évoluer comme ça, mais en politique, il y a des portes qui s'ouvrent et qui vous permettent d'apporter plus de chances, plus d'opportunités au développement de votre localité. Alors donc vous êtes une femme engagée d'abord pour le développement, ensuite engagée donc dans l'arène politique. Vous étiez donc dans le parti majoritaire à l'époque. Vous êtes, vous l'avez dit tantôt, député de la 5e législature. Voilà, c'est ce mandat-là même donc qui a été mis fin au moment de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Alors, revenons déjà sur cet épisode. Vous qui étiez donc à l'Assemblée pour le compte du parti majoritaire, comment vous avez vécu cela? Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de ceux qui ont été surpris par les 30-31, quand on sait que bien avant, bien sûr, il y a eu donc tout ce qu'il y a eu avant, la contestation de la modification de l'article 37. Comment vous avez vécu cet épisode? C'est une expérience très enrichissante, hein, il faut le reconnaître. Et c'est par là qu'on comprend que nul ne détient la vérité. Vous êtes dans un parti, il y a les directives du parti, il y a vos propres questionnements par rapport à ce qui se passe. Mais je ne dirais pas que ça nous a surpris. Hein. Ça nous a surpris, c'est trop dit. Ce n'est pas pouvoir faire une analyse suffisante de la situation en son temps.
Et pendant longtemps, les gens ont cru que le leader, c'est celui qui est imposé, celui qui est devant et le peuple suit. Mais avant et après ces événements, juste avant l'insurrection et après l'insurrection, ça m'a reconforté dans ma position qu'en réalité, on n'impose pas un leader. Et le temps où le leader est devant et le peuple suit, on arrive dans une localité, dans une circonscription électorale, on dit « vous, voici votre député », ce temps est résolu. Ce qui prévaut en ce moment, c'est le peuple qui est devant et les leaders suivent. C'est pour dire que c'est le peuple qui désigne son leader. Et le leader est désigné à l'aune de ses efforts. Les efforts consentis pour s'occuper des préoccupations de la population, rester à l'écoute de la population et montrer qu'on est capable de porter les préoccupations du peuple certains invités du CDP de l'époque que j'ai reçu, par exemple, ici, ont révélé qu'à l'intérieur, il y avait des dissensions internes. Tout le monde n'était pas pour la modification de l'article 37. Mais même ceux qui n'étaient pas, qui ne dit rien consent, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu peut-être un manque de courage politique, notamment de la part de ceux qui avaient cette capacité d'analyse ou qui avaient cette lisibilité de la situation sur le terrain? Parce que, bon, quand on ne dit rien, c'est comme si on consent et ceux qui parlent ont raison. Vous savez, c'est facile de commenter une action, un événement après.